Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Rebaptisée Croisement 60 à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, le festival Croisement 2024 est exceptionnellement étendu d'avril à décembre avec une programmation particulièrement riche dans des domaines aussi variés que les arts visuels, les métiers d'art, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, le numérique, le livre et les débats d'idées. Durant ce festival, deux virtuoses français, David Quérier, trompette solo à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, et Jean-Baptiste Robin, organiste de l'Orchestre de l'Opéra Royal du Château de Versailles, vont faire dialoguer ces deux instruments lors de spectacles musicaux époustouflants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ces deux artistes dans notre émission. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Chine aussi. Merci beaucoup. Votre tournée musicale en Chine se déroule à Guangzhou, Beijing et Nanning. Connaissez-vous assez bien ces trois villes chinoises? Alors Guangzhou, j'y suis déjà allé au mois de septembre. J'ai fait mon premier récital là-bas. Et Nanning, j'ai inauguré l'orgue il y a quelques années. Et donc voilà, ce sont deux endroits que je connais un petit peu, oui. Et avez-vous des projets cette fois pour cette nouvelle visite en Chine? Mais en fait, c'est toujours comment dire, un peu décevant parce qu'on est tenté d'aller visiter tel ou tel lieu, mais on n'a quasiment jamais le temps. Et les rares lieux que j'ai pu voir, c'est quelques musées à Pékin, musées d'histoire, à Hangzhou, des statues, des temples. Mais bien souvent, c'est pas très simple parce qu'à l'orgue, il faut répéter, ça prend beaucoup de temps. Et donc, on doit faire l'impasse sur ses plaisirs. Monsieur Quérier, connaissez-vous un peu la culture chinoise? On voit bien, c'est un pays tellement immense, il y a tellement de choses très très riches, très différentes, très variées. C'est vrai que mon inculture m'apparaît très forte aujourd'hui. Et c'est sûr que j'espère qu'à l'avenir, je vais essayer de compléter ce manque important. Quelles sont vos impressions jusqu'à présent? Les impressions sont très bonnes. Enfin, on est très bien reçus, c'est très agréable. On voit bien que c'est un pays immense et qu'il y a énormément de choses très différentes. Enfin, en avion, on passe, on voit beaucoup de montagnes, de forêts. Disons que moi, j'aimerais beaucoup aller visiter ces endroits aussi. Bon, les villes sont très impressionnantes pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est un aperçu très rapide, mais je pense qu'il faudrait revenir spécialement pour faire du tourisme. L'orgue et la trompette sont considérés comme des partenaires privilégiés parmi les instruments musicaux. Pour quel type de musique et d'occasion conviennent-ils, Monsieur Robin? Dans le répertoire pour orgue et trompette, on a surtout de la musique du XXe siècle, et c'est de la musique pour le concert. Des œuvres qui ont été dédiées à des grands trompettistes et des grands organistes. Je pense notamment à Pierre Cochereau, dont nous fêtons cette année un anniversaire, qui était organiste à Notre-Dame de Paris et qui a beaucoup joué avec Roger Delmotte. Et donc ce répertoire est un répertoire qui s'est construit surtout au XXe siècle avec quelques pièces à l'époque baroque, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, que nous allons jouer ce soir de Giovanni Buonvenuto Viviani, qui a écrit la première pièce pour trompette et orgue. Monsieur David, quelles sont les caractéristiques engendrées par la fusion entre l'orgue et la trompette? Alors c'est vrai que c'est très variable d'une acoustique à l'autre.
En France, on joue beaucoup dans les églises. Il y a aussi des salles de concert qui ont des orgues, mais c'est vrai que ça change pas mal de choses. Dans le répertoire du XXe siècle, c'est quand même toujours une trompette assez brillante, assez éclatante. Donc ça demande un jeu très, comment dire, très sportif, on pourrait dire, quelque part. Et, Sportif. Oui, pour la trompette, ça demande beaucoup d'énergie, voilà. Mais il y a aussi la musique baroque. Alors, c'est vrai que dans les pièces originales, on n'en a pas énormément, mais il y a aussi beaucoup de trompettistes et d'organistes qui ont joué beaucoup de transcriptions de pièces pour trompette et orchestre, de pièces pour hautbois et cordes. Donc, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. C'était surtout, Maurice André a beaucoup joué de répertoire baroque avec des organistes, et il utilisait beaucoup la petite trompette, c'était un peu sa spécialité. Donc on reprend un petit peu ça, on joue beaucoup plus de répertoire XXe siècle, et même une création, une pièce que Jean-Baptiste a écrite pour nous deux. Et donc c'est vraiment, ça c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Et donc c'est vrai que dans cette pièce, comme dans les pièces un petit peu du XXe siècle, c'est vraiment une trompette virtuose et puissante en même temps. Donc c'est une façon de jouer qui est très, très particulière pour la trompette. Et puis pour l'orgue, j'imagine que le mariage avec la trompette impose certaines couleurs, en interdit certaines autres. Hein. Je veux dire, c'est vrai que quand il y a beaucoup d'anches, ça ne marche pas très bien. Il faut... Oui, parce qu'il y a des instruments qui sont frères un petit peu. Connaissez-vous des instruments traditionnels chinois? Moi, j'en connais à travers des amis qui ont écrit ou qui en jouent un peu. Mais malheureusement, même ici en Chine, je sais qu'il y a beaucoup de concerts avec des instruments traditionnels, qu'il y a aussi l'opéra traditionnel, mais je n'ai pas eu l'occasion d'écouter, et c'est fort dommage. Il m'est arrivé au Conservatoire central de Pékin de me balader dans les couloirs et puis d'entendre des instruments traditionnels et puis d'y jeter un œil et une oreille, mais je dois dire que pour nous, en France, ça reste quand même très exotique, très étranger, alors qu'il y a des sonorités qui sont forcément inspirantes pour les compositeurs. Il y a beaucoup de musiciens chinois qui jouent en Occident. Monsieur Guerrier, pour vous, y a-t-il un instrument peut-être chinois qui peut accompagner l'orgue et la trompette? Je pense que la musique, ça reste un langage universel. On l'a beaucoup dit, mais ça fait sens malgré tout. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de réunir des musiciens. Et après, quand on a les musiciens ensemble, on trouve toujours le moyen de faire de la musique ensemble, de partager quelque chose. Donc effectivement, je pense que n'importe quel instrument, n'importe quel artiste, je veux dire, peut faire de la musique avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que dans notre répertoire, on est sur une musique qui a certains codes, je veux dire, qui est écrite d'une certaine façon, etc. Et l'interprétation de cette musique est régie par certaines habitudes, conventions, etc. Donc c'est vrai que l'intérêt pour nous de jouer avec des musiciens traditionnels chinois, ça serait peut-être d'inventer une nouvelle musique, je veux dire, qui tirerait parti de tout ce que chacun pourrait proposer. Vous pensez que vous êtes capable de jouer à certains instruments musicaux chinois sans avoir l'appris? Ouais, s'il y a un clavier, je pense que ça ne pose pas de problème d'essayer, d'expérimenter. Par contre, l'autre aspect qui, lui, est assez facile à utiliser, ce sont les mélodies traditionnelles chinoises.
Pendant le concert, tout à l'heure, j'improviserai sur des mélodies traditionnelles et je le fais presque à chaque concert. Et c'est vrai que là, on a un territoire vraiment typiquement chinois et très inspirant et très beau et très, très nouveau pour nous parce que les mélodies chinoises, elles sont très longues. Elles durent vraiment longtemps pour nous autres occidentaux qui ont souvent des carrures 4, des choses très régulières. Là, on a 3, 5. Et puis, au tout début, j'arrivais pas du tout à mémoriser parce que pour moi, ça tournait en rond. Et je voyais bien que tous les Chinois connaissaient tout par cœur. Et en fait, là, il y a vraiment un territoire d'entente assez fort d'utiliser les mélodies traditionnelles chinoises dans notre répertoire. Et je vais écrire un concerto pour orgue l'année prochaine, qui sera notamment joué par le China Philharmonic. Et je pense que je vais y incorporer quelques mélodies chinoises. Voilà. Le choix du répertoire pour cette tournée en Chine a-t-il été conçu de manière particulière ? On a essayé de présenter des pièces assez grand public, parce que c'est un duo complètement nouveau ici en Chine. En Europe, le trompette et orgue est assez connu, en particulier en France, avec la figure incroyable de Maurice André, qui était un trompettiste de légende. Et donc, David va jouer des variations sur des airs d'opéra de Verdi. On va jouer de la musique baroque, qui sont des pièces assez grand public, et puis aussi des pièces qui vont être nouvelles pour le public ici, mais qui montrent un aspect incroyable de la trompette en termes de son et de virtuosité. Des pièces d'Henri Tomasi, qui est un compositeur qui écrit une musique très simple, mais extrêmement efficace et incisive. Donc voilà, on a essayé de présenter les différentes couleurs possibles dans cette formation, avec des pièces assez grand public, une pièce nouvelle, parce qu'une pièce que j'avais écrite pour notre duo, pour une commande de Radio France en 2021. Et puis, voilà, différentes couleurs. Reste à savoir qu'est-ce que le public appréciera le plus. Est-ce qu'il y a des pièces qu'ils vont découvrir et qu'ils vont aimer ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, on a voulu proposer cette palette assez large. Avez-vous pensé à jouer un petit morceau, un extrait d'une composition chinoise pour plaire au public chinois? Moi, je vais improviser en tout cas à l'orgue. En fait, à vrai dire, on aurait pu, j'y avais pensé, mais on fera peut-être un anning que tu joues le thème. On pourrait faire ça, ça pourrait être sympathique. C'est vrai que la trompette a besoin de se reposer, surtout dans ce programme qui est extrêmement physique, presque olympique. Et donc du coup, je t'ai pas sollicité, mais tu aurais pu jouer le thème et j'aurais pu improviser dessus. Avant de venir à Pékin, vous avez déjà donné un spectacle à Guangzhou. Quelle a été la réaction du public, Monsieur Robin? Le public de Guangzhou est un public extrêmement chaleureux. Je dois dire que c'est un grand plaisir de jouer là-bas. Voilà, il ne manque pas d'applaudir. Et alors l'écoute, ce qui est le plus fascinant d'ailleurs à Guangzhou, mais aussi en Chine en général, c'est la qualité de l'écoute du public. C'est-à-dire que vraiment on a le silence, le public écoute vraiment. Et avec David, on a été surpris parce que peut-être pour la première fois depuis qu'on fait la sonate de Viviani, il y a quelqu'un qui a applaudi exactement après le dernier mouvement, qui est un mouvement assez doux, ce qui montre que en plus, le public est un public de connaisseurs. Donc voilà, un public chaleureux, informé, connaisseur, et voilà, attentif dans un programme très long, hein, parce que quand même c'est 1h30 de trompette et orgue. Ça demande aussi de la part de l'auditeur un vrai effort. Monsieur Robin, quelles ont été vos impressions? Oui, c'est effectivement la qualité de l'écoute, c'est-à-dire que dans les silences, on sent cette espèce de tension très forte comme ça, et c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors c'est pas toujours comme ça, on va dire, et c'est vrai que c'était assez surprenant avant-hier. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est un programme très long, enfin inhabituellement long pour moi dans ces concerts trompette et orgue qui en général sont un peu plus courts. Donc c'est pour ça que le programme est aussi varié, c'est-à-dire que on voulait vraiment pas avoir que des pièces du même époque ou d'un même style pour
pour briser un petit peu l'ennui, mais bon, le public n'a pas du tout eu l'air de s'ennuyer particulièrement. Donc. Quelles sont vos attentes pour cette tournée ? L'attente, c'est le concert de tout à l'heure, parce qu'un concert, on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais comment il va être perçu, et puis surtout, on ne sait jamais comment on va le donner, parce que chaque concert est une création, et ça va dépendre de nos humeurs, de ce genre de choses. Donc l'attente, c'est d'espérer que nous ferons quelque chose d'un peu magique, de profond et de très beau. Et puis on attend aussi votre réaction. Avec le renforcement des échanges culturels entre l'Orient et l'Occitan, de multiples types de concerts et de spectacles de fusion entre la musique et les instruments chinois et occidentaux sont organisés et des vidéos de ce genre circulent également sur les réseaux sociaux. Y a-t-il certains spectacles ou certaines performances qui vous ont particulièrement impressionné ? Alors moi, en tant qu'organiste, j'ai essayé de regarder l'orgue traditionnel, je ne sais pas s'il est chinois, mais à Guangzhou, ils m'ont dit que c'était l'orgue traditionnel chinois. Donc ça, c'était très intéressant. Il y a aussi un orgue en bambou, avec des tuyaux en bambou, qui existe. Je ne sais plus si c'est en Chine ou aux alentours, je ne sais plus exactement, mais ça, c'est assez passionnant au niveau du son. Et puis sinon, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le chêne, c'est un instrument qui commence à être assez connu en France, je dois dire. J'ai des amis violonistes qui s'y essayent. Donc voilà, ça vient progressivement et de toute façon, étant compositeur, on est attiré par les nouvelles sonorités. Et de toute façon, j'ai bien l'intention de m'y coller. Voilà. Je pense que c'est très important de partager le plus possible toutes les cultures, puisque c'est vrai qu'on vit dans une société où les échanges sont améliorés. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression de ne pas en profiter de la bonne façon. C'est-à-dire qu'en termes de culture, effectivement, c'est très important que toutes les cultures continuent à exister, à se développer et soient visibles le plus possible. Donc c'est vrai que je pense qu'en France, on a encore des progrès à faire parce que on est malgré tout très centré sur notre propre activité culturelle. Oui, des compositeurs comme Claude Debussy et Maurice Ravel ont déjà été inspirés par l'Asie, en particulier Ravel avec la Chine. La différence aujourd'hui, c'est qu'on prend l'avion et en quelques heures, on est ici. Et que ce soit pour la Chine ou pour d'autres pays à travers le monde, il y a des compositeurs qui aujourd'hui font vraiment des voyages d'études et qui vraiment comprennent et se plongent de manière presque scientifique dans les musiques chinoises, africaines et autres. Et on est donc dans un monde effectivement où les cultures se mélangent, mais d'une manière beaucoup plus précise. Et non pas romantique ou poétique, on pouvait dire je vais être inspiré par la Chine. Après, à titre personnel, j'ai aussi écrit des pièces qui sont inspirées par la Chine. J'ai écrit une étude pour piano qui a été inspirée par le Festival des Lanternes. Vous savez, ces lanternes qui vont dans le ciel. Et je trouve que c'est tellement beau. Et aussi, quelque part, assez français, parce que c'est sur la lumière, la poésie juste d'une lumière, d'une image, d'un mouvement, que ça s'est fait immédiatement, avec cette couleur rouge propre à la Chine. Vous êtes invité dans le cadre du Festival Croisement 2024, Monsieur Quérier. Que pensez-vous de cette plateforme d'échange culturel ? Je pense que c'est une initiative très, très utile et très, très positive. Effectivement,
on a besoin de connaître, on a besoin de partager aussi dans le sens de faire venir les artistes, je veux dire français en Chine, chinois en France. On a besoin parfois d'avoir l'expérience de quelque chose vraiment de très grande qualité en vrai, pour ressentir et pour s'imprégner et comprendre qu'on a besoin, je veux dire, de toutes ces cultures très différentes, et on a besoin de les faire vivre et de les connaître. C'est vraiment essentiel, je veux dire, pour éviter que tout devienne un tout petit peu pareil, quoi, hein. C'est un petit peu le risque. D'après vous, quel rôle joue la musique dans les échanges culturels? Non, pour moi, ce qui est important en musique, c'est vraiment l'idée de partage. C'est-à-dire que on va jouer ensemble, donc on joue pour nous, pour jouer avec les autres musiciens sur scène. Bon, là, on est deux, mais je veux dire, quand c'est un orchestre, donc il y a ce partage avec les collègues, avec les autres musiciens, et évidemment, ce partage avec l'audience qui modifie complètement la tenue du concert. C'est-à-dire que selon comment les gens réagissent pas, écoutent, ressentent, même sans rien dire, même dans un silence, on ressent les choses très différemment. Donc c'est un échange complet. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la musique, c'est ce qui va se passer dans cette salle entre les gens qui sont là. Mais c'est une expérience très, très unique et éphémère. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer le concert, bien sûr, mais c'est comme si c'était plus de la musique. La musique, c'est l'instant, c'est cette espèce de communion humaine. Je veux dire, pour moi, c'est ça la musique. C'est l'instant, c'est comment on partage tous ensemble quelque chose d'indéfinissable. Je suis d'accord avec David. J'ajouterais que la musique, c'est un art très particulier. C'est-à-dire que la musique, elle commence là où s'arrêtent les mots, où s'arrête la peinture, où s'arrête le matériel. Parce que c'est vraiment l'art immatériel par excellence, avec aucun langage, un langage universel on pourrait dire, mais sinon aucun langage parlé. Et en fait, je trouve que c'est un univers presque parallèle. Il y a plusieurs musiques. Il y a les musiques du corps, comme le jazz, le rock, la pop, etc. Et la musique classique, il y a quelque chose d'imminemment spirituel. Quelque chose de presque de ce que pourrait faire de plus profond un être humain. Parce qu'à travers quelque chose d'immatériel, on a des émotions tellement immenses, tellement vastes, qu'on a là un moyen de communication, comme le disait David, mais qui pour moi est plus fort que tous les autres moyens de communication et qui est plus fort que tous les plus beaux objets. Et quand j'ai choisi de faire de la musique, ça a été justement cette évidence. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien de plus beau que la musique. Ça ne sera pas un sac à main, une voiture, un tableau, je ne sais quoi. Non, ça, on n'en est jamais comblé. On en voudrait d'autres, je ne sais pas, mais voilà, la musique, il y a quelque chose d'immatériel, d'extraordinaire qu'on peut communiquer, qu'on peut partager à deux ou à trois quand il y a le compositeur, l'interprète et le public. Et il y a quelque chose d'humain, de transcendant, qui, pour moi, mérite qu'on y consacre toute sa vie. Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est pas ce qu'on joue. On pourrait dire presque que c'est l'échange entre ce qu'on imagine, qu'on crée sans vraiment savoir exactement. On ne sait pas vraiment ce que c'est, ce qu'on crée quand on joue. De quoi s'agit-il? Et la perception des gens, c'est-à-dire la façon dont les gens ressentent ça, qui ne dépend pas que de ce qu'on fait, qui dépend aussi du public. Donc la musique, il y a ce partage de quelque chose d'impossible à définir de manière précise. Donc je pense que la musique, ça reste peut-être quelque chose dans la culture qui est peut-être plus facilement, on peut partager plus facilement, qui a quelque chose de très direct et qui est peut-être moins régi par le fait de connaître ou d'avoir une certaine, d'avoir déjà été en contact avec quelque chose qui permet d'apprécier vraiment. Je pense que la musique, ça reste peut-être quelque chose de très, très direct qu'on peut ressentir, apprécier ou pas d'ailleurs, je veux dire, dès la première fois. Monsieur Ropin, vous êtes souvent venu en Chine pour donner des spectacles. Comment décririez-vous l'ambiance musicale en Chine?
c'est pas simple à dire, sont accueillants, sont quelque part simples, très faciles à communiquer. Il y a tout de suite un échange qui se fait dans la bonne humeur. Et pour comparer avec l'Europe, souvent je dis mes amis chinois, c'est un petit peu comme les amis espagnols. On a l'impression que c'est toujours des gens pleins d'énergie, de positivité. En tout cas, on a eu souvent cette image de personnes très timides, très posées. Mais en fait, pas du tout. Les Chinois sont vraiment... c'est comme des amis de toujours. C'est assez incroyable, je dois dire. Et au conservatoire de Pékin, mais c'est la même chose. Alors évidemment, il y a le respect du professeur, évidemment, mais tous les étudiants sourient et travaillent dur. Et c'est vraiment, voilà, c'est un modèle, je trouve. La Chine et la France attachent toutes deux une grande importance au patrimoine culturel. Monsieur Guerrier, comment analysez-vous l'évolution, le nouveau souffle qui semble animer en ce moment les musiques traditionnelles et classiques? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a tout à fait compris on a besoin de tous les types de musique et que c'est très important que tout ça existe en même temps, puisque ça se nourrit et puis ça circule. Et être un bon musicien, c'est aussi être capable de s'adapter, donc d'avoir la capacité de passer d'un style à l'autre, etc. Donc avec les moyens de communication meilleurs, on a aussi un meilleur accès à toutes sortes de formes d'art et de musique. Donc je pense que ça a apporté quand même quelque chose de très positif pour le développement des musiciens en général et puis du goût du public aussi. Donc non, moi je suis assez positif, disons. L'année 2024 marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Monsieur Ropin, comment voyez-vous l'avenir de la coopération sino-française dans le domaine musical? Alors moi déjà, l'avenir et le présent, je le vois en tant qu'organiste du château de Versailles, parce qu'on a beaucoup de Chinois au château de Versailles. Et je dois dire que sans le public chinois, le château de Versailles serait différent, c'est-à-dire qu'on aurait moins de visiteurs, on aurait, voilà, on a aussi accueilli beaucoup de Chinois cette année, et on continue. Donc il y a vraiment un échange, une communication qui se fait énormément à Versailles, avec la Chine, et même avec mon conservatoire aussi, parce que j'enseigne au conservatoire de Versailles. Donc une fois encore, la Chine est un pays extrêmement attiré par cette musique savante occidentale, par la musique classique. Les Chinois viennent et on ne cesse d'échanger ensemble. Et comme le disait David tout à l'heure, ce dont on a besoin en art, que ce soit dans la création ou dans l'interprétation, c'est d'explorer, d'avoir des nouveautés. Donc le fait d'avoir ces échanges, ces coopérations culturelles, voilà, réveille et donne de nouvelles thématiques. Par exemple, on a fait une exposition à Versailles sur la Chine à Versailles, tout simplement. C'est-à-dire l'orientalisme à Versailles. Et voilà. Donc ça ouvre des portes et l'art a toujours besoin de nouveautés. Et je dois dire qu'avec votre pays, de la nouveauté, on en a beaucoup. Merci Monsieur Ropin et Monsieur Guerrier d'avoir accepté notre interview. Merci à vous. Merci à vous.